Qui vous a appris à écrire le français si correctement? La grammaire. Donnez-nous un exemple de votre choix grammatical. Eh bien, c'est ça. C'est la première phrase du premier livre que j'ai écrit, qui est à peu près ça. Weidmann vous a paru dans une édition de 5 heures, etc. Le correcteur, le prod, je crois, prod d'imprimerie, m'a demandé de corriger en remplaçant vous par nous. C'est Weidmann nous a paru, n'est-ce pas, m'a-t-il dit. Et j'ai tenu à ce qu'on conserve. Weidmann vous a paru, parce que je marquais déjà la différence entre vous à qui je parle et le moi qui vous parle. Je prenais mes distances, mais en respectant les règles. Vos règles. Il fallait d'abord séduire ceux dont vous parlez, ceux à qui vous appartenez. Sans doute l'intelligentsia française. Ayant à dire des choses si singulières, si particulières, je ne pouvais les dire que dans un langage connu, de la classe dominante, celle que j'appellerais tortionnaire, de celle que j'appelle mes tortionnaires. Il fallait qu'ils m'entendent. Et pour qu'ils m'entendent, il fallait les agresser dans leur langue. Les agresser immédiatement en argot. Ils ne m'auraient pas écouté. Ce que j'avais à dire, le dire dans une langue étrangère, qu'aurait été l'argot, seul un bourgeois pouvait le faire. Je ne pouvais pas le faire. Il fallait un docteur, médecin des pauvres, Barthamu, qui ose écrire l'argot. Et il a pu changer son français bien correct de sa première thèse de médecine en un argot avec des 3 points, etc. Le détenu que j'étais ne pouvait pas faire ça. Il fallait que je m'adresse dans la langue, justement, du tortionnaire. Que cette langue ait été plus ou moins émaillée de mots d'argot n'enlève rien, ou je suppose n'enlève pas grand-chose, en effet, à sa syntaxe. Si j'ai été séduit, parce que je l'ai été, par la langue, c'est pas à l'école, c'est vers l'âge de 15 ans, et à mes traits, quand on m'a donné, probablement par hasard, les sonnets de Ronsard. Et en effet, j'ai été ébloui. Et il fallait être entendu de Ronsard. D'abord, puisqu'il est une des premières émotions que j'ai eues à la fois de la langue française et de la poésie, c'est assez naturel que je lui réserve une sorte de fidélité, en tout cas. Il n'aurait pas supporté, Ronsard n'aurait pas supporté l'argot. Mais il y a autre chose aussi
c'est que la langue française est fixe. Elle a été fixée au XVIIe, à peu près. L'argot est en évolution, l'argot est mobile. L'argot utilisé par Céline se démode. Il est presque... on le comprend uniquement dans le voyage au bout de la nuit, parce que le voyage au bout de la nuit, finalement, conserve une rhétorique admise par la bourgeoisie. Mais après, les livres qui viennent après, je les connais mal, mais enfin, j'ai l'impression qu'il plonge carrément dans l'argot et qu'il devient, il sera dans quelque temps illisible. Et si un tortionnaire vous dit qu'il a été changé par la lecture de Jean Genet? Les vrais tortionnaires, en réalité, ne me lisent pas. Je ne pense pas qu'un homme puisse être transformé par ce que j'ai écrit. Il peut détester ce que j'ai écrit ou adhérer à ce que j'ai écrit. D'ailleurs, un tortionnaire n'est pas complètement un tortionnaire. Chaque homme fait de tout sa pâture. Et il n'est pas transformé par la lecture d'un livre, la vue d'un tableau ou par une musique. Il transforme au fur et à mesure tout ça. Et il en fait quelque chose qui lui convient. Mais regardez comme Sartre a été modifié par vous. L'avez-vous été vous-même modifié par ce que Sartre a écrit sur vous? Eh bien, je n'ai jamais lu complètement ce qu'il avait écrit. Ça m'ennuyait. À ce moment. Avez-vous éprouvé profondément une jubilation en écrivant, ou de la souffrance, de la difficulté? Une seule fois. Une seule fois. Et en écrivant quoi? Les pardons. Le reste m'a beaucoup ennuyé. Mais il fallait l'écrire pour sortir de prison. Si vous voulez, il me semble que, puisque tous mes livres ont été écrits en prison, je les ai écrits pour sortir de prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus de raison d'être. En effet, c'est mes livres qui m'ont fait sortir de tôle. Mais après, quoi dire? Y a-t-il une part de vous qui est encore en prison? Non, une part de moi reste davantage dans les pays épuisés par les Français, comme le Maroc, avec ses 9 millions de pauvres absolus, comme le Mali, comme d'autres pays, qu'en prison. J'aimerais savoir l'effet que ça vous fait d'apprendre qu'on ne coupera plus les têtes en France. La suppression de la peine de mort me laisse complètement indifférent. Je ne tiens pas du tout à ce qu'on mette des gars en tôle. Je dis que c'est une affaire entre eux et les juges, les gouvernants, etc. Mais pas entre eux et moi. Les règlements de compte entre ce qu'on appelle les voyous et les juges, pour moi, c'est sans intérêt. La suppression de la peine de mort, c'est une décision politique. La politique française, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tant que la France ne mettra pas une politique qu'on appelle Nord-Sud, tant qu'elle ne se préoccupe pas davantage des travailleurs immigrés ou des anciennes colonies, la politique française ne m'intéresse pas du tout. Qu'on coupe des têtes ou pas à des hommes blancs,
ça ne m'intéresse pas énormément. Quelle est la société qui vous écœure le moins? Là, je ne peux pas vous répondre politiquement, mais presque religieusement. Le mal comme le bien font partie de la nature humaine et s'expriment à travers les hommes ou les sociétés. Je ne condamne pas. Je ne sais pas ce qui va sortir des anciens empires coloniaux. Je ne sais pas ce qu'ils auront apporté de bien. Je sais ce qu'ils ont apporté de mal. Peut-être qu'ils ont apporté du bien aussi. Mais tout ça est si inextricablement mêlé que je ne serai jamais satisfait par un système politique, quel qu'il soit. Faire une démocratie dans le pays qui était autrefois nommé métropole, c'est finalement faire encore une démocratie contre les pays noirs ou arabes, ou enfin hors d'Europe. Je connais mal l'histoire anglaise, mais je crois que depuis longtemps la démocratie était florissante en Angleterre quand l'empire colonial anglais était florissant. Et cette démocratie s'exerçait d'autant mieux qu'elle s'exerçait contre les hindous, etc. Quand j'ai quitté Maitreyi, j'étais envoyé en Syrie. Et le grand homme en Syrie, c'était le général Gouraud. Celui qui n'avait qu'un bras, le manchot. Il avait fait bombarder Damas. Et comme j'apprenais un peu d'arabe, je sortais du quartier à 6 heures. Je sortais du quartier à 4 heures, exactement, pour rentrer à l'heure que je voulais. Et les petits gars de Damas prenaient un grand plaisir à me promener dans les ruines qu'avaient faites les canons du général Gouraud. Donc, j'avais déjà une double vision du héros et de la saloperie, du type dégueulasse qui était finalement Gouraud. Et je me suis senti tout à coup, tout à fait du côté des Syriens. D'abord, ça a été probablement un sentiment plus ou moins retors pour me faire bien voir d'eux, pour être aimé, pour faire partie des jeux de cartes. Vous savez qu'on allait jouer aux cartes, puisque les jeux de cartes étaient interdits par le gouvernement français, donc par moi, puisque j'étais soldat à l'époque, on allait jouer, j'allais jouer avec eux, vous savez où? Dans les petites mosquées, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Alors, pour me faire bien voir par eux, je disais du mal de Gouraud. Mais peu à peu, je comprenais que Gouraud, et ce qu'il avait représenté, était un salico. Je crois que, finalement, toute ma vie a été contre les règles blanches. Je veux dire que maintenant, encore maintenant, j'ai 72 ans, hein,
Et encore maintenant, je ne peux pas être électeur. Même si vous pensez que ça a peu d'importance, je ne fais pas partie des citoyens français. Il y a des délits que j'ai commis qui n'ont jamais été amnistiés. Dont un pour vol et une condamnation à 2 ans de prison, entre autres. Et toutes mes condamnations pour désertion, puisque j'ai déserté 2 fois. Bon, racontez-nous ce qui se passait devant le palais de justice le 16 juin 40. Je venais de purger, puisqu'il faut utiliser votre langage, de purger 8 mois de prison pour vol. Et j'allais le 16 juin au palais de justice pour comparaître devant la cour d'appel qui, elle, a fait défaut. Je suppose qu'elle a siégé à Bordeaux le lendemain ou le surlendemain, mais elle n'était pas là quand je suis venu. Donc je me trouvais devant le palais de justice, ou plus exactement vers la préfecture de police, où j'ai vu un officier français se déshabiller, quitter ses vêtements, son uniforme, et enfiler un vêtement civil pour mieux se camoufler. La défaite de 1940, je vous assure que c'était très comique. Ces messieurs décorés qui avaient une canne, et au bout de la canne, une pointe pour ramasser les mégots sans se baisser. Les dames d'Auteuil ou de Passy, je ne sais pas, qui vendaient des journaux, je crois, Paris Soir à l'époque, ou Le Figaro, je sais pas. Il y a plein de choses comme ça, très réjouissantes. Vous pensez peut-être au soldat allemand, vous pensez peut-être à Hitler qui a fichu une raclée aux Français. Eh bien oui, j'ai été heureux. J'ai été heureux de cette raclée. Oui, les Français ont été lâches. Et ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir que les Français aient été lâches et qu'ils en aient été corrigés en 40? Les deux. Les deux. En effet, c'est un petit caporal prussien ou autrichien qui en est venu à bout. Mais enfin, c'était marrant sur le coup. Marrant? Ah oui. Ah, je vous assure. Ce que faisaient les Allemands, les camps de concentration, par exemple, c'était marrant aussi? D'abord, vraiment, je ne le savais pas, mais il s'agit de la France. Il ne s'agit pas du peuple allemand ou du peuple juif ou des peuples communistes qui pouvaient être massacrés par Hitler. Il s'agissait de la correction donnée par l'armée allemande à l'armée française. Et ça vous a paru marrant? Oh, grisant, je vous assure. La débâcle de l'armée française. Vous m'avez dit, avec peut-être un peu de malice, vous m'avez dit, mais tout de même, cette armée allemande, c'est aussi celle qui a mis au point les camps ou qui défendait les tortionnaires, mais la défaite de l'armée française, c'était aussi la défaite du grand état-major qui avait condamné Dreyfus. Il y a eu d'autres cas que 40 qui vous ont réjoui? Oui, l'extraordinaire tenue des Algériens et des Vietnamiens du Nord.
face aux Français et face aux Américains. Grâce à pas seulement leur héroïsme, mais à leur intelligence, à leur travail, à tant de choses qui ont fait que les Vietnamiens du Nord ont pu finalement obliger l'ambassadeur des États-Unis de Saigon de ramener le drapeau sur son bras et de foutre le camp en hélicoptère, n'est-ce pas? Et déjà ça, c'est marrant. Et Dien Bien Phu, ça vous a réjoui? Très plaisir. Très plaisir. Et si le terrorisme en France fonctionnait un peu comme les brigades rouges, comment réagiriez-vous? Très probablement, je serais de leur côté, sans pouvoir être très efficace, puisque je ne vois pas grand-chose, mais je serais sûrement de leur côté. Même si, probablement, cela devait entraîner l'arrivée d'un État encore plus répressif. Oh, il serait répressif. Contre qui? Contre quelques Blancs qui ne se sont pas gênés de mener la répression aussi bien en Algérie qu'au Maroc qu'ailleurs. À peu près tout le monde, même à gauche, en France, a été contre Bader. Oubliant, la gauche oubliant complètement que Bader a été un des premiers à manifester contre le Shah à Berlin et a été un des premiers à détruire cet appareil qui donnait, que les Américains avaient installé à Francfort et qui donnait des ordres à Saigon. On a retenu de lui qu'un trouble fait de la société allemande. Pensez-vous que Kadhafi défende le peuple arabe? Peut-être vous ne savez pas que je ne suis pas arabe et je ne peux pas me prononcer au nom des Arabes. Ça, je ne sais pas, ni au nom de Kadhafi. Mais je sais ce que le nom de Kadhafi fait aux Américains et aux Européens, évidemment. Autrement dit, votre raisonnement serait, tant pis si les États blancs se font à eux-mêmes ce qu'ils ont infligé à d'autres. Tant mieux. Si. C'est le seul correctif que je donnerais. Y a-t-il un plaisir du mal chez vous? Parfois, vous n'êtes jamais aussi souriant que lorsque vous décrivez un certain malheur, malgré tout. Mais c'est le malheur de qui? Tout de même, c'est pas le malheur des misérables qui me fait sourire. C'est le malheur des vainqueurs. Mais vous savez très bien que ce sont les pauvres à chaque fois qui trinquent les premiers, qui dégustent d'abord. Les Français ne sont pas pauvres. Aucun Français n'est pauvre. Les véritables pauvres en France, c'est les travailleurs immigrés. Mais les Français ne sont pas pauvres. C'est pas vrai. Ils bénéficient du fait que la France a été un empire colonial. J'ai visité pas tous les ghettos, mais enfin Harlem, le ghetto avec Angela Davis, le ghetto de Los Angeles et beaucoup d'autres. Il y a eu une misère épouvantable. Quand il s'agit de blancs, ça ne vous touche pas? C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Noirs ne m'ont encore rien fait. Vous n'avez pas voulu être blanc, que je sache. En naissant blanc. Et en étant contre les Blancs, j'ai joué sur les deux tableaux. À la fois, j'essaye, et je suis ravi, quand les Blancs ont mal,
et à la fois je suis couvert par le pouvoir blanc, puisque moi aussi j'ai l'épiderme blanc et les yeux bleu, vert et gris. En somme, vous êtes des deux côtés. Je suis des deux côtés, oui. C'est une situation qui vous plaît? En tout cas, c'est une situation qui m'a permis d'apporter la pagaille chez moi-même. Et les Polonais qui sont blancs de peau comme vous et qui n'ont colonisé personne, ça vous laisse indifférent? Mais les Polonais ont pour eux, avec n'importe quel colonialiste, d'avoir l'épiderme blanc. Je ne pense pas que ce soit le péché originel, en tout cas pas celui dont parle la Bible. Non, non, c'est un péché tout à fait voulu. Et ça est gravé tous les 30 ans. J'ai quand même envie de mettre fin à cette évocation de la Pologne, en vous disant purement simplement que ça les regarde finalement. Ils se sont laissés écrabouiller en effet. La moitié d'entre eux par les soviétiques, l'autre moitié par Hitler. Bien avant, c'était par les Suédois. Tout ça, c'est des guerres entre blancs. C'est presque des guerres provinciales, des guerres communales presque, la guerre des boutons. Vous avez écrit dans Le Monde un article qui a fait pas mal de bruit, dans lequel vous sembliez donner raison sur plusieurs points à l'Union soviétique. Depuis l'Afghanistan, vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis, non. Là où il y a des chars, comme en Afghanistan, il ne vous paraît pas que ce soit un signe d'oppression? Y a-t-il autant de chars que vous le dites? Vous pensez donc que les Russes ont moins tort d'être à Kaboul que les Américains à Saïgon? Je pense que le pouvoir, quel qu'il soit, c'est le pouvoir. Et pourtant, si un gosse, un enfant de 3 ans, 2 ans, prenait, pour s'amuser, un flacon de cyanure, je m'arrangeais pour lui enlever. De l'asservissement dont vous parlez, de certains peuples comme l'Abyssinie, par exemple, même l'Érythrée ou l'Afghanistan, et peut-être un jour assez proche l'Iran, je ne suis pas très sûr de cet asservissement. J'en ai pas de preuves parce que tous les journaux qui me renseignent sur l'Afghanistan ou sur les peu importe, sont des journaux du système dans lequel nous vivons et qui est tellement anti-soviétique. S'il y avait une guerre directe entre la Russie et l'Amérique, vous seriez de quel côté? Oui.
Ma réponse est déjà faite, évidemment, du côté de la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle est déstabilisateur. La Russie déstabilise. C'est enfermant. Les États-Unis ne me semblent plus être fermants. Ferment de quoi? Je ne sais pas encore, en tout cas, de désordre pour vous, pour le monde occidental. Et la liberté à l'américaine, pour vous, c'est un ferment de rien du tout? C'est un peu le genre de question que j'ai posée à Angela Davis. Et évidemment, elle avait déjà choisi l'Union soviétique. Vous croyez donc à l'avenir de l'inquiétude, du désordre que déclenche l'Union soviétique? Je fais toujours confiance à l'inquiétude et à l'instabilité parce qu'elle est un signe de vie. Elle n'est pas porteuse de mort du tout, cette force? Oh, n'importe quoi est porteur de mort. Évidemment. Vous croyez à la force? Parce qu'enfin, on ne peut pas dire que l'Union soviétique s'étende par conviction, par persuasion. Elle sent aussi par conviction. Il y a les deux. Elle, vous parlez de l'Union soviétique, oui. Ce que vous appelez la dictature, cette dictature que fait peser l'Union soviétique, peut-être. Mais est-ce que vous avez pensé que l'Amérique fait peser depuis quand même assez longtemps une dictature sur nous et sur le monde? Alors, quelle arme utiliser contre l'Amérique si on n'avait pas l'Union soviétique? Qui oserait mettre un frein à l'ambition des États-Unis s'il n'y avait pas la révolution de 1917? Le monde occidental m'a piétiné et ne m'a pas convaincu. Si je vous dis que vous avez énormément d'innocence sur le visage, ça vous vexe? Non. Ça vous flatte? Assez. Oui. Oui. Parce que nous savons maintenant que les innocents sont pervers. Y a-t-il un plaisir à prendre le visage de l'innocence alors qu'on se sait pervers? Je n'ai pas pris le visage de l'innocence. Je crois que si vous me dites que je l'ai, je l'ai. Si vous pensez que je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Mais j'aurais davantage de plaisir si vous me disiez et que vous pensiez que je l'ai. Non seulement je pense que vous l'avez, mais je trouve que l'ange de Reims a l'air d'une crapule à côté de vous. Mais le sourire de l'ange de Reims, il est assez fauchant, vous avez raison. Vous avez dit que la divinité ou je ne sais quel dieu vous amusait. Je serais curieux de savoir ce qui vous amuse chez ce dieu-là. Si vous parlez du dieu des Juifs, puis finalement du dieu des chrétiens, il n'aurait peut-être rien de bien marrant. Mais il se trouve que on m'a fait le catéchisme quand il y avait la guerre. Le curé du petit village où j'ai été élevé, j'avais 8 ou 9 ans, c'était un curé qui passait pour avoir baisé toutes les femmes des soldats, oui, des soldats, les femmes qui étaient restées dans le village.
Et on ne le prenait pas très au sérieux. Donc ce qu'il racontait n'était pas sérieux. Donc ça faisait un peu rigoler sur les bancs du catéchisme. Mais le catéchisme était raconté d'une façon si bêtasse que ça faisait un peu blagueur. Dans Notre-Dame-des-Fleurs, vous parlez de la beauté à propos du personnage de Diver. Si le corps et le visage de Diver rayonnaient pour moi, il ne rayonnait peut-être pas pour d'autres. La beauté d'un visage ou d'un corps n'a rien à voir avec la beauté d'un vers de Racine, évidemment. C'est autre chose. C'est bien. Il vous est pourtant arrivé d'aimer des salauds. Je ne fais pas la même distinction que Sartre a fait entre les salauds, qu'il appelle aussi les belles âmes. Je ne fais pas la même distinction. Comme je suis incapable de définir la beauté, je suis absolument incapable de définir l'amour, de savoir l'homme que vous appelleriez un salaud sous votre regard objectif, sous mon regard subjectif, cesse d'être un salaud. Aujourd'hui, les combats sont souvent idéologiques, symboliques. Pensez-vous que l'artiste ou l'écrivain ait sa place dans ce combat? Vous êtes-vous senti combattant par la plume? Vous parlez comme Simone de Beauvoir. J'ai assisté à des manifestations avec Sartre, avec Foucault. Mais c'était bien très, très anodin. Une police très respectueuse, finalement, qui établissait plutôt une complicité avec nous faisait complices d'elle qu'une opposition réelle. Quel effet ça vous a d'être joué dans un théâtre national défendu par la police? Eh bien, ça me faisait l'impression tout de même que la police est assez inconséquente. Et le gouvernement français aussi. Ça devait vous faire plaisir, cette inconséquence. Oh, ben, je l'avais remarqué bien avant. Hein. J'aurais aimé recommencer le coup avec Maria Cazares à la Comédie Française, puisque la Comédie Française m'a demandé le balcon. Mais je n'ai pas pu le faire. Il ne voulait pas de Cazares. Ah bon? Elle est donc plus dangereuse que moi. En somme, vous êtes citoyen de nulle part. Mais bien sûr que non. Et si vous aviez à définir une patrie, ce serait quoi? Oh, La langue? Non. Je l'ai fait un jour un peu en blague dans l'Humanité qui m'a demandé d'écrire un texte. Pour moi, une patrie, ce serait vraiment 300 ou 400 personnes et il est vraiment opprimé parce que j'aimerais me battre. J'appartiendrais à une patrie si je me battais, mais je n'ai pas du tout envie de me battre pour des Français, ni pour qui que ce soit du reste. Même avec les Panthères n'auraient pas voulu que je me batte pour eux. Si j'ai essayé de mettre au point une sorte de dramaturgie,
c'était bien pour régler des comptes avec la société. Mais maintenant, ça m'est égal, les comptes ont été réglés. Vous êtes sans colère et sans drame. Oh, je pense... oh. Je l'affirme d'une façon si péremptoire, si vivace, que je me demande si réellement c'est sans colère et sans drame. Là, vous venez de toucher quelque chose de... quelque chose qui répond. Non, non. Je crois que je mourrai encore avec de la colère contre vous. De la haine? Non. J'espère que non. Vous ne méritez pas. Qui mérite de la haine? Votre haine? Les quelques personnes que j'aime profondément et qui m'attendrissent. Finalement, l'interrogatoire que vous m'avez fait subir se termine en conversation. Alors, je voudrais vous demander, en fin de compte, que signifie ce film? À quoi sert-il? Je me suis exposé devant vos yeux, vos oreilles, tout, et il n'en sort rien. Je ne sais pas si on a parlé à mon propos du sentiment ou de l'expression plutôt, l'expression poétique qui fait tout basculer et qui fait qu'un crime n'est ni respectable ni pas respectable, mais tout simplement de la poésie. Je voulais dire que deux mots accolés, ou trois, ou quatre, et deux phrases peuvent être plus poétiques qu'un meurtre, par exemple. Et que si j'avais à choisir entre l'expression poétique par des mots ou, si elle existe, l'expression poétique par des actes, je choisirais l'expression poétique par des mots. La mort me paraît assez peu. Enfin, le passage de vie à non-vie, ça me paraît assez... Regardez comme c'est... Il me semble en tout cas, c'est assez peu... c'est assez peu triste, assez peu dangereux pour soi quand on change de vocabulaire. Le passage de vie à non-vie, au lieu de vie à trépas. C'est le changement de vocabulaire qui est important. Le mot est employé couramment en ce moment, c'est vraiment dédramatiser la situation, si vous voulez. Je dédramatise la situation qui frappe moi un mort en utilisant d'autres mots.